Au Cameroun, ce lundi 3 novembre est le premier jour des 3 journées ville morte décrétées par Issa Chiroma Bakary, qui se dit vainqueur de la présidentielle qui vient de se dérouler, preuve à l'appui grâce à des dizaines de milliers de procès-verbaux sortis des urnes. En face, Paul Biya se prépare à une investiture fort de la validation du Conseil constitutionnel. Alors aujourd'hui, on va voir ce qui s'est passé sur le terrain. Ce lundi, c'était une journée importante dans le bras de fer qui se déroule, dans la querelle de légitimité qui se déroule également. Et on va évoquer également les menaces sur l'intégrité physique d'Issa Chiroma Bakary, des menaces qui se sont exprimées dans la nuit de dimanche à lundi. Bon, voilà, je suis sur ce plateau avec Maître Jamel Taleb, avocat au barreau de Paris, membre du collectif international des avocats de Issa Chiroma Bakary. Maître Taleb, je me tourne vers vous. Il y a eu de nombreuses alertes dans la nuit de dimanche 2 à lundi 3 novembre sur l'intégrité physique d'Issa Chiroma Bakary. Il y a eu des rumeurs selon lesquelles il avait été enlevé, des rumeurs finalement selon lesquelles il aurait été libéré, ou en tout cas il aurait été arraché des griffes de ses ravisseurs. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec Issa Chiroma Bakary, dont vous êtes l'avocat? Ce qui s'est passé, c'est que hier, il a reçu, au lieu de sa résidence, une visite de militaires lourdement armés, relativement nombreux, qui sont venus l'extraire de sa résidence. Ils l'ont amené dans un endroit que j'ignore. Paraît-il un commissariat de police, ou paraît-il un lieu qui tiendrait lieu de commissariat de police. Il est resté une trentaine de minutes, je ne sais pas combien, en tout cas autour de ça. Il a décliné son identité, il s'est présenté comme étant le président élu du Cameroun. Il a expliqué donc qu'il n'a aucune raison d'être là où il était. Quelques moments, paraît-il, de tergiversation. Ils sont sortis donc de l'endroit où ils étaient en réunion, en tout cas leur chef, et ils l'ont remis dans la voiture par laquelle il est venu, toujours avec des militaires lourdement armés, et il est retourné dans sa résidence un peu moins d'une heure, je crois, après cette première opération que certains vont l'appeler kidnapping, interrogation, rapt. On ne sait pas trop ce qui s'est passé, d'ailleurs on ne sait pas qui l'a fait, pourquoi ça a été fait, sur quel ordre, quelle recommandation et par quel biais tout cela s'est fait. Il est retourné donc chez lui, et il est resté comme toujours, il a tout de suite enregistré un message pour s'adresser évidemment aux Camerounais. C'est un guerrier, donc il se bat, il sait se battre, il continue à se battre. Je ne pense pas que des épiphénomènes de cette nature vont entamer sa détermination qui est très forte. Il l'a prouvé, je crois qu'il le prouvera encore. Est-ce qu'Issa Chiroma Bakary a une liberté de mouvement? Parce que, en fait, le point trouble de tout cela, c'est que Issa Chiroma Bakary, parce qu'il a vécu des menaces sur son intégrité physique à sa résidence habituelle à Garoua, ne s'y trouve plus de manière permanente et circule entre le nord du Cameroun et le Nigeria, les zones les plus proches du Cameroun. C'est ce qui s'est passé durant les jours qui ont précédé ce que vous appelez un épiphénomène. Cet épiphénomène donc, s'est déroulé de quel côté de la frontière? Est-ce qu'on sait de quel côté de la frontière ça s'est déroulé? Vous l'avez si bien dit. Issa Bakary Chiroma, ou Issa Chiroma Bakary, circule depuis le début de cette crise entre chez lui à Garoua, un peu dans les zones autour. Il rend visite aussi à des proches de l'autre côté de la frontière, qui est donc pas très loin de tout ça. Et c'est ce qu'il fait depuis le début de cette crise. C'est ce qu'il a fait la semaine dernière, et c'est ce qu'il continue de faire. Depuis qu'il est rentré hier, un dispositif militaire, paraît-il, s'est mis autour de sa résidence. Il n'a pas encore bougé depuis hier pour savoir s'il est libre de ses mouvements ou pas, mais enfin, rassurez-vous, il va le faire assez rapidement. A priori, il n'a aucune raison d'être empêché. La chose nouvelle, c'est que là où il se trouve actuellement, beaucoup de militaires sont venus le surveiller. Mais des militaires, il y en a déjà pas mal à Garoua. Il est évidemment assez prudent, sans être ni schizophrénique, ni empêcher en tout cas lui-même sa propre circulation. Mais il fait évidemment attention. Vous savez très bien qu'à Garoua, il y a beaucoup de snipers qui sont stationnés
sur les toits des maisons autour de chez lui. Est-ce que ça va être la même façon cette fois-ci? C'est ce que nous allons observer dans les heures qui suivent. Il est depuis hier et depuis ce matin assez attentif à l'opération qui se déroule actuellement au Cameroun, c'est-à-dire ces journées ville morte. Je pense que son premier souci est d'abord de rassurer les gens de sa présence, de sa combativité, plutôt que son intégrité physique, à laquelle, bien entendu, il fait attention, ça va de soi. Mais sa liberté de mouvement est importante également. Sa liberté de mouvement aussi. Mais nous allons voir ça. Est-ce qu'on peut dire qu'il a la liberté de mouvement aujourd'hui? On ne peut pas dire qu'il ne l'a pas. On ne peut pas dire, évidemment, encore une fois, il s'est passé ce qui s'est passé hier. Aujourd'hui, à ma connaissance, il n'a pas essayé de bouger, personne ne l'a empêché, lui-même ne l'a pas fait. On va voir dans les prochaines heures s'il y a une volonté de restreindre sa liberté ou pas. Nous allons le voir dans les prochaines heures et on vous tiendra au courant. Ce que l'opinion publique camerounaise peut redouter, c'est finalement des feux croisés dans cette région frontalière, des feux croisés des armées camerounaises et nigérianes, des arrangements d'État contre finalement la démocratie camerounaise. C'est évident, mais il est bien entendu que ce qui peut craindre ou qu'il craint depuis le début, c'est évidemment que des petites combines entre les deux cabinets d'un côté comme de l'autre, le peuple camerounais, la démocratie camerounaise, la volonté du peuple camerounais en soit la principale victime. Mais il se bat comme il se bat depuis le début. Je pense que le peuple camerounais se battra aussi et que les petites combines de couloirs, en général, meurent de la volonté de leurs auteurs. Mais c'est des choses qu'on va voir. Et son intégrité, encore une fois, évidemment, l'intéresse. Et il fait tout parce qu'il incarne aujourd'hui, désormais, la volonté de changement du peuple camerounais. Et donc, il en a absolument conscience. Et il travaille en conséquence. Cela dit, il paraît que les combines de couloirs entre les deux pays sont assez classiques. J'ai du mal à imaginer le Nigeria, qui est une grande démocratie, rentrer aujourd'hui dans des petits arrangements préjudiciables aux intérêts du peuple camerounais et surtout contre la souveraineté du peuple camerounais. J'ai du mal à imaginer ça, mais enfin, vous savez, on peut toujours imaginer le pire et malheureusement, il arrive qu'on tombe dedans. À Douala, dans la ville de Douala, en fait, le mot d'ordre de ville morte a été plus suivi qu'à Yaoundé et qu'en dépit des injonctions des chefs d'établissement, il n'y a pas vraiment eu école et les commerces étaient fermés, comme on l'a vu sur les images qu'on a pu glaner, des images de la capitale économique du Cameroun. La capitale économique du parcours, Maître Gemal Taleb, c'est également le port, le principal port du pays. Est-ce que on peut dire que ces journées villes mortes risquent bien de taper l'économie du pays là où ça fait mal? Ça n'est pas moi qui l'ai dit, c'est un rapport que j'ai lu ce matin de la part du patronat camerounais. C'est-à-dire que le secteur public vit déjà une déliquescence réelle depuis le début du processus de cette élection présidentielle. Secteur privé. Évidemment. Et j'ai dit privé, pardon, évidemment, secteur privé. Et donc la situation s'est naturellement aggravée depuis que la crise post-électorale a atteint donc le niveau que nous connaissons. L'économie est exsangue, le secteur privé crie évidemment au secours parce qu'il n'y a plus d'acheteurs, il n'y a plus de vendeurs, il n'y a plus de circulation. Et comme le port de Douala, qui est tout de même un port central au-delà du Cameroun, dans toute la région, vit lui aussi une situation plutôt exsangue, cela ne peut que détériorer une situation qui est déjà assez compliquée. Une note du FMI depuis quelques jours note également, ou du moins pointe également, la situation des finances publiques. Les caisses de l'État sont vides, la balance des paiements est absolument médiocre, et donc tout cela concourt à une situation économique dramatique dont malheureusement nous ne voyons pas le début d'une solution. Donc tout cela ne peut qu'inquiéter un secteur privé qui est déjà en difficulté réelle, ne peut qu'inquiéter des pouvoirs publics qui sont de plus en plus absents et un président de la République, bien entendu, empêché d'exercer sa fonction. Les crises post-électorales dans tous les pays d'Afrique posent des difficultés réelles, mais souvent elles épargnent la situation économique. Celle-là,
touche de plein fouet la situation économique parce qu'elle paralyse le fonctionnement des activités portières, des activités aéroportières et bien entendu l'activité normale de la vie quotidienne. J'ai entendu ce que disent les personnes que vous avez interrogées à la fois de Yaoundé et Douala. On me dit moi-même depuis ce matin que la situation est assez suivie et que c'est beaucoup plus important que ce que les pouvoirs eux-mêmes imaginaient et attendaient. Dans l'état-major du président Chiroma, on me dit aussi la même chose, que c'est très suivi dans le nord, dans l'est, évidemment Yaoundé et Douala dont vous avez parlé. Les Camerounais eux-mêmes ne manquent pas d'humour dans cette situation, et pourtant Dieu sait que c'est dramatique, mais enfin, de temps en temps, ça ne fait pas de mal, même dans des situations comme celle-ci. Apparemment, le ministère de l'Intérieur leur a demandé de rester chez eux s'ils ne sont pas contents du résultat tel que lui les a prononcés. Ils lui ont visiblement promis de rester chez eux, en tout cas aujourd'hui, et peut-être demain et après-demain. Alors, ils n'ont sans doute aucun plaisir de rester chez eux. Ils ont juste envie que l'expression de leur suffrage soit respectée, que le Cameroun se comporte, en tout cas, le Cameroun se comporte déjà comme un État mûr, mais que les autorités politiques du Cameroun se comportent comme des gens respectueux de leur pays, respectueux de la volonté et du suffrage exprimé par leurs concitoyens. Alors, au-delà de l'aspect économique, il y avait un aspect politique, c'est-à-dire Issa Chiroma Bakary n'est pas en mesure d'exercer le pouvoir et il fallait tester d'une certaine manière sa légitimité parce que nous sommes dans une bataille de légitimité et finalement dans le Grand Nord, à Yaoundé, dans une certaine mesure, à Douala, dans une mesure plus forte, mais également dans les petites villes, notamment les petites villes de l'ouest du Cameroun, le mot d'ordre de ville morte a été opérationnel. Ça signifie quelque chose politiquement, Maître Taleb. Mais évidemment que ça signifie beaucoup. Quand le président Chiroma s'est présenté le 25 juin dernier, je crois que tout le monde lui a rayonné. Et tout le monde s'est dit « Ah, c'est lui-là qui va aller se présenter à une élection à laquelle, évidemment, il n'a aucune légitimité. » Je crois qu'il y avait même un autre candidat, M. Bello, qui était probablement la star montante, vue par tout le monde. Enfin, les Camerounais ont tout de même bien compris et ils ont fait la part des choses assez rapidement. Donc il a fait la surprise à laquelle certains, pas lui, certains ne s'attendaient pas, et il s'est fait élire le vrai président du Cameroun. Puis après, on a pensé qu'il allait se coucher comme tout le monde, et qu'il allait répondre à l'appel de je ne sais quelle fonction qui lui a été proposée. Il n'est évidemment pas allé sur ce terrain-là. Et voilà, je mets de côté l'épisode où on a essayé de le kidnapper, de l'intimider, je ne sais pas trop. En tout cas, cet épisode malheureux qui s'est passé hier. Et là, il leur dit... je demande une ville morte, des villes mortes. Et on aurait imaginé que chez lui, dans le nord, cela aurait été suivi, mais pas le reste du Cameroun. Finalement, les Camerounais sont en train de donner une leçon probablement à toute la région, mais au-delà, au continent africain, en leur expliquant qu'ils sont capables de dépasser les manipulations, les clivages, et qu'ils sont capables de trouver la personne en qui et ils ont préféré faire incarner leur révolte, leur désespoir et finalement leur espoir aussi. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre, n'en déplaise à ceux qui veulent aller à contre-courant de l'histoire. Je pense que la marche de l'histoire du Cameroun est en cours, je pense que rien ne va l'arrêter, et je pense que le président Chiroma, de ce point de vue-là, a conscience qu'il a face à lui le destin de son pays. J'ose pas imaginer qu'il puisse le décevoir. Alors, certains observateurs se demandent pourquoi Issa Chiroma Bakary, qui a encore testé sur le terrain sa légitimité, ne se fait pas investir d'une certaine manière pour pouvoir constituer un gouvernement provisoire et aller jusqu'au bout de la bataille des légitimités. Je ne sais pas si ce sont des possibilités qui le mettraient en danger ou des possibilités auxquelles il a songé. Je ne pense pas que le danger soit la chose qui l'empêcherait de continuer la marche qui est la sienne. Il a démontré, déjà par le passé, mais aussi maintenant, à la fois son courage et sa détermination. Vous me posez une question à laquelle, naturellement, je ne suis pas capable de répondre avec précision, étant moi-même pas membre du directoire de campagne hier, ni de l'état-major politique du président Chiroma. J'ai un rôle d'avocat et je préfère le garder parce que de toute façon, il n'y a que celui-là qui m'est dévolu. Mais
j'ai du mal à imaginer que dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, que le président Chiroma, fort de la légitimité qui lui a été donnée par les Camerounais, n'aille pas, puisque les institutions sont empêchées de fonctionner normalement et qu'elles sont même parfois prises en otage par d'autres, qu'il trouve des voies parallèles en attendant que les choses s'améliorent et se fasse évidemment l'écho légitime de ce que les Camerounais ont voulu. Donc j'ai du mal à imaginer que le scénario que vous dites ne voit pas le jour assez rapidement. Ça me paraît être la suite logique des événements que le Cameroun vit de façon malheureuse pour le moment et je l'espère de façon très heureuse demain. Alors, la question des violations des droits de l'homme se pose au Cameroun. Aujourd'hui encore, dans certaines villes, dans certaines petites villes notamment, des préfets et même des membres des forces de l'ordre ont voulu obliger les commerçants à ouvrir par la contrainte, mais on a vu aussi des images de membres des forces de l'ordre qui tiraient à bout portant sur des manifestants et même des personnes qui ne manifestaient pas, qui ont été ciblées dans le dos. Ceci constitue des crimes caractéristiques, en tout cas des crimes internationaux pour certains observateurs. Est-ce que les avocats, le collectif d'avocats d'Issa Chiroma Bakary est prêt à prendre contact avec des tribunaux comme la Cour pénale internationale ou alors des tribunaux qui ont une compétence universelle comme certains tribunaux de Belgique? Alors quand vous dites violation des droits de l'homme, ça sonne parfois assez poétique. Non, nous sommes dans une situation beaucoup plus grave que la simple violation des droits de l'homme. Nous sommes sur des tueries organisées, nous sommes sur des crimes de masse, nous sommes sur des crimes inqualifiables qui ne peuvent naturellement pas rester impunis. Le vrai travail, le travail au départ n'est même pas fait par nous, les avocats. Il est fait d'abord par la société civile qui a commencé par recenser les victimes, trouver le moyen de repérer ceux qui tirent en prenant des photos, en prenant des images et surtout en sillonnant les rues tout le temps au péril parfois de leur vie. Ils ont fait un travail remarquable. Aujourd'hui, on sait qui tue au Cameroun? On ne sait pas qui tue, mais on sait certains qui ont tué. On connaît en tout cas certains qui ont tué. Donc, des listes nous ont été données. Nous avons créé déjà par le passé une veille de suivi. Et là, nous avons carrément créé une cellule juridique qui commence à recenser les noms, les militaires, mais aussi les responsables politiques qui ont donné des ordres. Des attaches ont déjà été prises par avec les familles des victimes. Et donc ce travail, qui sera donc très documenté assez rapidement, fera l'objet, bien entendu, de poursuites pénales, de dossiers déposés par mes confrères, c'est même pas par moi-même, mais en tout cas beaucoup de mes confrères qui ne sont pas souvent sur les plateaux comme moi, pour que le moment venu, c'est-à-dire un moment qui va arriver très rapidement, les tribunaux compétents soient saisis pour que l'impunité ne soit plus la règle dans ce pays. Merci beaucoup, Maître Jemal Taleb. Je rappelle que vous êtes un des avocats du collectif international d'avocats de Issa Chiroma Bakary, qui revendique la victoire à l'élection présidentielle du 12 octobre dernier au Cameroun. Je rappelle également qu'aujourd'hui, c'était la première de 3 journées villes mortes qu'il a proclamé, décrétées sur le pays, des journées villes mortes qui ont été largement suivies dans un grand nombre de villes. Bien entendu, nous continuerons de suivre cette actualité. Je vous remercie donc d'avoir été avec nous et je vous donne rendez-vous pour de futurs décryptages de l'actualité africaine.